Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'enlisement de la crise anglophone était au cœur des échanges entre l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et le président de la République du Cameroun, Peter-Henry Barwin, et Paul Biya ont souhaité un retour à la paix dans ces deux régions meurtries par 3 ans de guerre. Et durant leurs échanges au Palais de l'Unité à Yaoundé, les deux personnalités ont évoqué les stratégies de riposte du Cameroun contre les pandémies du coronavirus et du VIH-Sida. On fait le point au cœur de ce journal. Où en est-on avec le projet de construction d'une route transnationale permettant de relier Brazzaville au Congo à Yaoundé au Cameroun, alors que le Congo-Brazzaville a d'ores et déjà livré ses 300 km de route au Cameroun? L'axe Mengon-Sans-Mélima connaît des difficultés liées aux indemnisations des populations et la libération des emprises de la route. Quelles mesures gouvernementales ont été prises pour accélérer les travaux? Où en est le projet? On fait le point en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après les attentats survenus en Galim, un arrondissement situé dans la région de l'Ouest, les populations peinent à se remettre de cette nuit cauchemardesque vécue le week-end dernier, dans la nuit de samedi 7 mars 2020. Les séquelles de cet attentat sont encore visibles dans les rues de l'arrondissement de Ngalim. Pour autant, le préfet des Bamboutos y a tenu une réunion visant à sensibiliser autorités administratives, autorités municipales et les populations sur les mesures à prendre et la vigilance qui doit être de mise selon l'autorité préfectorale. Des précisions avec Raphaël Tcheko, Dalastana et Kediara. Quelques jours après l'attaque qu'il a rendue tristement célèbre, la vie reprend son cours normal à Galim. Du moins progressivement, car la peur est encore présente dans les cœurs. On n'a même pas fait cours, il n'y avait pas les élèves. Dès qu'on a fait le rassemblement, le proviseur a dit que personne n'est autorisé à rentrer avant le problème. Mais il n'y avait pas les élèves, ils sont tous entrés. L'aspect de la journée d'hier a été toujours un peu bizarre. C'est juste aujourd'hui que nous sommes dehors même. On était quand même toujours cachés à la maison par rapport à tout ce qui s'est passé la journée de samedi. Si les rues, encore désertes, renseignent à suffisance sur le choc, à la fois physique et psychologique causé par l'attaque de samedi dernier, les riverains, rassurés par la présence policière, essayent tant bien que mal de relancer leurs activités. C'est pour tenter de rassurer tout le monde que le préfet des Bamboutos a fait une descente sur le site. Il était de bon temps que, après avoir constaté tout le désastre, que je vienne déjà reconforter les familles endeuillées, encourager nos forces de défense et de sécurité et rassurer les populations. Le chef de terre a tenu une réunion élargie à la salle de réunion de la préfecture de Galim avec les chefs de groupement, des comités de vigilance ainsi que les forces de maintien de l'ordre afin d'établir de nouvelles bases stratégiques. Pour aider les forces de sécurité et de défense à assurer les missions qui sont les leurs en informant et en renseignant. Et nous aussi, nous devons organiser à notre niveau notre système de défense pour permettre que, à tout moment, s'il y a un fait digne d'intérêt, que les forces régulières soient renseignées et que la riposte soit mieux organisée. Conscient de ce que cette attaque pourrait modifier les habitudes des habitants de Galim, réputés hospitaliers, le préfet a recommandé aux déplacés internes recueillis ici de stopper le renseignement contre la localité de Galim si jamais cela a été le cas. C'est ceux-là même qui sont hébergés dans les différents domiciles qui sont les relais d'information de leurs frères de l'autre côté. Donc vous comprenez qu'il était question que nous voulons les rassurer, leur dire qu'ils doivent toujours continuer d'être hospitaliers, mais maintenant sensibiliser dans les populations déplacées
que s'il y a jamais il y avait des complicités internes, il faudrait que ces complicités cessent parce que nous devons construire notre pays. Il est un et indivisible. Au terme de la réunion, les chefs de groupement des comités de vigilance se sont rassurés de transmettre le message à chaque résident de cette localité afin que chacun soit au fait des attitudes à adopter. Après cette série d'attentats meurtriers survenus en Galim et Bamenda le week-end dernier, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun n'est pas resté indifférent à la situation sécuritaire préoccupante dans les régions en guerre du nord-ouest et sud-ouest. Peter Henry Baldwin en a parlé avec le chef de l'État du Cameroun ce mercredi. Paul Biya a reçu le diplomate américain en audience au palais de l'Unité à Yaoundé. Selon la présidence de la République du Cameroun, les deux personnalités ont souhaité un retour à la paix dans les régions anglophones et au regard de l'ampleur du coronavirus dans le monde, classé désormais au rang des pandémies. La stratégie de riposte du Cameroun a également été au cœur des échanges entre le président camerounais et l'ambassadeur Baldwin. Le diplomate américain a suggéré que le centre des urgences construit avec l'appui de la coopération américaine soit mis à contribution dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Il a félicité le Cameroun pour la suppression des frais d'examen et de prise en charge médicale pour les personnes atteintes du VIH-Sida. Et précisons que cette rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et le chef de l'État, Paul Biya, se tient au moment où le département d'État américain vient de rendre public un rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Évoquons à présent ce projet de construction d'une route transnationale permettant de relier Yaoundé et Brazzaville, alors que le Congo a d'ores et déjà inauguré et livré son tronçon de 300 km. L'aménagement de la route Mengon-Saint-Mélima est confronté à de nombreuses difficultés, notamment les indemnisations qui n'ont pas encore été réglées et les difficultés de libération des emprises de la route. À peine 40 km ont été bitumés sur cet axe Mengon-Saint-Mélima. Le ministre des Travaux publics, descendu sur les lieux, a pris un train de mesures visant à accélérer les travaux et annonce la fin de ce chantier pour décembre 2020. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Non loin du PK 21, entre Mengon et Saint-Mélima, les engins sont à pied d'œuvre. Les ouvriers également s'activent et certains riverains jubilent déjà. Jusqu'à présent, nous avons toujours la peine, mais tel que le gouvernement est déjà ici, là, ça veut dire que dans les jours à venir, nous aurons l'opportunité de mieux faire circuler nos produits et ça nous permettra de développer nos vies et nos familles. Même pour voyager, arriver même à Ebolova, on avait trop de problèmes pour arriver là-bas. Maintenant, on voyage un peu bien. Moi, je peux souhaiter seulement que le goudron arrive à Mengon. En ce début de mois de mars, la couche de roulement est déjà exécutée sur plus de 44 km sur les 114 qui constituent ce tronçon de la nationale numéro 7, soit un pourcentage de 60%. Quant au terrassement, ils ne sont effectués que sur 48 km. Preuve que les travaux ne se déroulent pas à la vitesse souhaitée. Au regard du retard accusé, l'entreprise égyptienne Arab Contractor se défend. Il y a beaucoup de maisons endommagées, il y a beaucoup de remplacements des réseaux, il y a beaucoup de tombes, il y a beaucoup de choses. On va terminer fin décembre 2020, Inch'Allah. Oui. Si les tombes et tous ces obstacles sont libérés. S'agissant justement des tombes, elles sont au nombre de 620 qui obstruent l'assiette de la route sur une douzaine de kilomètres. Des obstacles et bien d'autres qu'il convient de lever afin d'accélérer les travaux dont le taux d'avancement global est de 108%. Nous avons obtenu de l'ensemble de nos populations qu'elles laissent libre cours à la poursuite harmonieuse des travaux et qu'elles fassent confiance en l'État. C'est l'État qui a commencé déjà à payer leurs indemnisations. L'autorité administrative reconnaît tout de même qu'il y a eu quelques manquements lors du processus d'indemnisation. Vous savez que c'est des erreurs humaines. Lorsque le décret de son Excellence Monsieur le Premier ministre est intervenu, il y a certains noms qui n'apparaissent pas. Nous avons à nouveau recensé ces gens et nul doute que des dispositions seront prises pour que ceux-là aussi puissent voir leurs différentes situations régularisées. Prenant acte de ces difficultés, le ministre des Travaux publics a prescrit un train de mesures à mettre en route
afin que ce chantier soit livré dans les délais contractuels, au plus tard en décembre 2020. Emmanuel Ganou Djoumessi a promis d'accélérer le paiement des décomptes afin de donner à Arab Contractor les moyens d'aller plus vite pour en finir une fois pour toutes avec la route Mengon-Samelima, dont les travaux n'ont que trop duré. Ce projet pèse 57 milliards de francs CFA. Les projets de construction des routes évoluent également en dents de scie dans la région de l'Ouest. Le constat a été fait par les autorités qui tensent les entreprises prestataires. Elles se plaignent des décaissements difficiles visant à leur permettre d'obtenir des financements pour accélérer les travaux sur le terrain. Résultat des courses, les populations peinent à se mouvoir dans les principaux axes dans la région de l'Ouest. Évocation avec Leclerc Sakem. L'exécution des marchés publics dans les règles de l'art reste la chose la moins partagée par les entreprises adjudicataires au Cameroun. Dans une récente sortie, le ministre en charge des marchés publics prononçait une sentence contre plus de 330 entreprises sommées de ne pas soumissionner à un marché public entre la période allant de 2019 à 2021. La principale raison, l'abandon des projets à elle confiés. Malgré ces mesures visant à assainir ce secteur, de nombreuses autres entorses perdurent. Les malfaçons ou exécutions approximatives des infrastructures sont citées en premier chef. Nous avons analysé les difficultés de l'exécution du budget d'investissement public dans notre région et comme cause de l'arbre à problème qui a été identifié, on a enregistré un éveil citoyen peu développé dans notre région et la contribution de la société civile est attendue du côté du réveil de l'éveil citoyen. C'est tout le bien qu'on puisse leur souhaiter, que les citoyens de la région de l'Ouest commencent à s'intéresser à la chose commune et puissent y apporter leur contribution, permettant ainsi à la dynamique d'ensemble de gagner en qualité et en service pour la satisfaction des populations. Pour monter la veille et assurer du respect des normes prescrites dans l'exécution de ces marchés publics, des organisations de la société civile viennent de lancer dans la région de l'Ouest un projet commun de suivi des finances publiques ciblant 8 communes pilotes. Nous avons initié, c'est pour améliorer la redevabilité au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et quand les maires gèrent et réalisent des projets au niveau de la commune, ils doivent rendre compte aux citoyens sur ce qui est fait au quotidien pour leur bien-être. Et en retour, il faut également qu'il existe une chaîne de remontée des informations de la base vers les collectivités territoriales décentralisées. Et les médias également ont un rôle important à jouer parce que des actions peuvent être menées dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais quand ces derniers ne sont pas informés, l'action ne peut pas prospérer. Une approche participative intégrant une pluralité d'acteurs qui seront dans un proche avenir capacités pour répondre à ce besoin de suivi afin que les résultats escomptés soient. Le développement des startups peut-il contribuer à l'émergence d'une économie numérique prospère au Cameroun ? Le secteur est certes prometteur, mais il fait face à un déficit de financement, de compétences, également d'accès à Internet, ce qui freine les initiatives jeunes. Ces problématiques ont été évoquées lors d'un forum organisé par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, occasion pour les promoteurs des startups d'égrener leur chapelet de difficultés. Reportage, Faral Bounia et Jean-Paul Chouniat. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays d'Afrique, les jeunes pousses, encore appelées start-up, peinent à se développer. Le déficit de formation, l'accès limité aux sources de financement, le régime fiscal, le faible taux de pénétration à l'Internet sont autant d'obstacles à l'émergence des start-up au Cameroun. Ce jeune homme est promoteur d'une start-up qui propose des solutions innovantes pour la gestion du GCE. Nous ne disposons pas d'assez de moyens financiers pour développer nos startups. Pourtant, il nous les faut pour acquérir un ordinateur portable et d'autres kits. En zone rurale enclavée, la situation est plus que déplorable pour ces start-upers, reconnaît l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication.
La première difficulté de ces startups en zone rurale, c'est le défaut d'accès à Internet et surtout l'indisponibilité de téléphones Android type smartphone. Face aux difficultés d'émergence des startups, l'Antique organise depuis 3 ans des ateliers de renforcement des capacités des start-upers avec pour objectif contribuer significativement à l'économie nationale. Nous avons des solutions qui fonctionnent sans Internet, qui fonctionnent avec des technologies telles que le WiMAX et le Bluetooth, qui permettent pour des zones enclavées, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier des tutoriels en ligne. Les exploitants agricoles qui ont noué des partenariats avec les start-upers ont vu leur travail se simplifier et leur production se développer. En 2017, 128 startups dans le monde ont levé 5 600 millions de dollars américains avec plus de 400 millions du pactole pour 3 pays anglophones, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. Le Cameroun est encore à 1000 lieues de cette réalité. Le renforcement de cette interconnexion entre les pays d'Afrique centrale, la suppression du roaming font partie des 12 projets intégrateurs retenus au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Cependant, les États membres ne disposent que de 10% des financements. Il faut près de 2500 milliards de francs CFA pour financer ces 12 projets intégrateurs en vue de renforcer le développement économique de la sous-région Afrique centrale. Le PREF CEMAC, le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, s'est réuni à Douala avec ses experts. Objectif, élaborer un montage financier susceptible d'attirer les bailleurs de fonds lors d'une table ronde prévue d'ici juillet 2020 à Douala. Des précisions dans ce reportage que signent Innocent Abega et Gladys Sidi. Les ambitions de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se heurtent à l'insuffisance des ressources financières propres pour réaliser 12 projets intégrateurs retenus lors du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Les États membres n'ont mobilisé que 10% des financements nécessaires pour la construction des corridors régionaux de transport, la production de l'interconnexion énergétique, le renforcement du marché unique. Ce dont nous avons besoin, c'est à peu près 2580 milliards. Et il s'agit de projets importants, d'abord des projets des corridors routiers. Nous devons être en mesure de relier toutes les capitales de notre région. Cela s'est fait ailleurs, c'est aujourd'hui possible de commencer à le faire chez nous. Et les projets sont assez avancés, mais il faut que nous arrivions à rejoindre toutes les capitales de notre sous-région. Des experts de la CEMAC réunis à Douala élaborent les données techniques à soumettre aux partenaires et bailleurs de fonds. Au regard des risques élevés d'endettement, la structuration des partenaires publics-privés est privilégiée à travers des montages financiers spécifiques à chaque projet d'envergure. Nous sommes ici, 1, pour travailler sur le cahier des participants, 2, pour travailler sur la présentation technique, mise à jour des projets, 3, c'est-à-dire nous devons dire l'intérêt du projet, justifier techniquement le projet, les composantes, le montage financier et comment nous entendons rassurer les bailleurs sur leur mise en œuvre et leur contrôle. La Banque islamique de développement, les fonds d'investissement, l'Agence française de développement et les autorités chinoises ont promis de participer à la table ronde des partenaires au développement pour la mobilisation de 2563,4 milliards de francs CFA destinés à la réalisation de l'émergence économique de la CEMAC. Toujours dans ce chapitre économie, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café continue d'accompagner les acteurs de la filière cacao et café à travers des formations, également des soutiens financiers leur permettant de développer leur production agricole et de permettre au café et au cacao camerounais d'être très sollicités sur le marché international. Reportage Marcelin Gansop. Le Mbombo doit être un homme de développement. Sous le ciel de Simaniaï, dans l'arrondissement de Bodmakak, une pluie de bénédiction arrose Bombok Emmanuel Baleba Baleba.
Le digne fils de la localité reçoit l'onction des siens après la main bénie de Monseigneur Jean Bosco Ntep, évêque du diocèse d'Edéa. Si tu combles les désirs du malheureux, la lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Cette consécration à la dignité patriarcale ancestrale d'un Bombok marque un nouveau départ dans la vie de l'élu du jour, dont les actions et les valeurs humaines en font un modèle, mieux, un exemple et un guide à suivre. Paré de ces nouveaux attributs, le nouveau Bombok mesure l'ampleur des défis qui l'interpellent. Je prie seulement le Seigneur de me donner un bon cœur, de ne pas quitter le chemin qui a été tracé. Je viens pour la conciliation, je viens pour l'ouverture. Je m'engage pour la paix, promouvoir la paix dans les communautés, dans toutes les communautés où je me trouve. Il ne peut en être autrement lorsque le parrain a délicatement et objectivement tracé la voie sous le regard attentif de ses pairs et du chef de premier degré des Dorbéa. Le Mbok, c'est la justice, c'est la vérité. Le Mbok, c'est une façon de guider le peuple pour le mieux-être de la population. À l'époque, quand quelqu'un était très méchant, il était assassin, on l'obligeait à devenir un Bombok. Et quand il devenait un Bombok, il arrêtait. Le Bombok est donc le guide spirituel de son peuple pour son bien-être. Acteur majeur de la filière cacao-café, l'élévation de Bombok, Baleba Baleba, se déroule en présence d'une forte délégation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, venu de divers horizons. Président de la société coopérative des producteurs du cacao d'Union Ekele, le nouveau Mbok est aussi le secrétaire général du Collège national des producteurs, porte-parole de ces derniers au sein de l'interprofession et pas moins point focal des producteurs du cacao et du café du Cameroun à l'international. Et il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin malgré les exigences de son nouveau statut. Vous savez que notre filière a de cette tentation. Il faudrait qu'on voie quel est le réel rôle que je dois jouer et à quel rythme je dois continuer de travailler. Mais si la graine que j'ai semée est aussi entretenue par d'autres, c'est que d'ici quelques années, la face de partout où j'ai été va se transformer. Homme épris de paix, bon rassembleur et acteur majeur de développement, Bombok Emmanuel Baleba Baleba sera jugé au pied du mur. Vous l'avez suivi, c'est un acteur de la filière cacao-café qui a été intronisé, un Bombok, un chef traditionnel dans cette partie du Cameroun. Parlons à présent des maires élus dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils doivent faire face à un épineux problème, celui de trouver du travail pour les jeunes de cette partie du Cameroun qui sont allés en brousse, craignant les représailles du fait de la guerre entre les séparatistes et les forces de défense et de sécurité. Les exécutifs municipaux ont promis de lancer des initiatives afin de convaincre ces jeunes de sortir de la brousse. Et durant le mandat, ils comptent travailler en étroite collaboration avec les jeunes et les populations pour relancer l'économie dans les différentes circonscriptions et municipalités situées dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Des précisions avec Jacquino Molon, Stellambou et Gladys Sidier. Rose Ngassa, maire de Tombel, dans le coupé Manengumba et ses adjoints, prête serment au tribunal de première instance. Maintenue à la tête de la mairie après l'élection du 9 février, elle compte sur la jeunesse de Tombel pour faire de ce nouveau mandat un succès en termes de réalisation pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je suis à mon 3e mandat et je crois que si la population m'a donné cette confiance, c'est parce qu'ils sont satisfaits de ce que je fais depuis lors. Donc je dirais que c'est la continuité. Bon, le défi, oui, mais les recettes, vous savez, nous sommes encore en période de crise. Bon, c'est vrai que les choses sont en train de se remettre petit à petit et nous comptons beaucoup sur notre population qui sorte de la peur et qu'ensemble nous puissions booster l'économie de notre municipalité. L'arrondissement de Tombel est confronté aux difficultés sur lesquelles le maire devra se pencher en urgence. Et travailler pour la population, cela ne veut pas dire qu'ils vont rester dans les bureaux sans rien faire. Notre ville de Tombel a besoin de plus. Tombel, c'est l'eau. C'est l'eau. Les routes de champs qu'il faut vraiment ouvrir, améliorer. Notre grand marché My20 qui nourrit, disons, l'Afrique.
est là, mais le problème c'est les routes. Dans le département du Dongamantung, région du Nord-Ouest, c'est au tribunal de grande instance que le maire de Kambé, Moussa Chemfor, lance un appel en direction des jeunes réfugiés dans les brousses à rejoindre les autorités afin d'envisager ensemble de nouvelles stratégies pour la relance de l'économie de leur municipalité. De renouer avec ce que nous avons dit la dernière fois, c'est-à-dire opter pour le développement dans la paix, dans la sécurité. Je voulais enfin utiliser cette occasion pour lancer vraiment un appel à ceux-là, de nos frères, de nos sœurs qui sont en une situation de conflit, de trouver en ce moment une opportunité d'ouvrir pour la paix, tout en sachant qu'il y a des questions qui ne pourraient être réglées qu'au niveau de la nation, mais au niveau de la municipalité, nous avons nos responsabilités que nous devons pouvoir prendre pour avancer avec le développement. Comme dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, de nombreux maires ont prêté serment, prenant pleinement fonction pour les 5 prochaines années à la tête des communes d'arrondissement. À l'heure du renouvellement annoncé du bureau à l'Assemblée nationale, l'absence du président sortant de l'auguste chambre basse du Parlement suscite des interrogations sur l'éventualité d'une nouvelle ère ou d'un statu quo au perchoir de l'Assemblée nationale. L'explication avec Joël Essengue et Guy Zogo. Si les commissions chargées d'examiner les incompatibilités des députés sont à pied d'œuvre à l'Assemblée nationale, la question à venir du renouvellement du bureau est bien dans l'air. Au PCRN, le choix sera opéré le moment venu. Je pense que chaque personne ce jour-là aura le moment de battre campagne. On va voir quels sont les différents candidats et en ce moment-là, je pense, à mon niveau en tout cas, je ferai un choix. D'après ce que je verrai, bien sûr. Ce qui est loin d'être le cas au RDPC où l'on manifeste de la prudence. En tant que député nouvellement élu, nous ne pouvons pas nous aventurer à dire des choses au sujet du bureau. Il me semble qu'à chaque nouvelle activité, un nouvel apprentissage. Nous nous soumettons aux règles et règlements de notre parti et de l'État du Cameroun. S'agissant du sort de Kava Yegué Djibril, le président sortant de l'Assemblée nationale, absent depuis quelques semaines pour cause de maladie, le PCN dit être dans l'expectative sur ce qu'il adviendra. L'honorable Kava Yegué Djibril est un élu du RDPC. Il a été depuis des décennies désigné par ce parti politique pour occuper la fonction de président. Sera-t-il reconduit? Ne sera-t-il pas reconduit? Je suis dans l'incapacité de vous dire s'il sera reconduit ou pas, parce que c'est une décision qui est souveraine à une autre formation politique. Pour sa part, prenant le parti de la jeunesse, le SDF souhaite qu'un jeune soit propulsé au perchoir. Je souhaite que cette place aujourd'hui revienne à quelqu'un qui a moins de 40 ans. C'est vrai que c'est des postes hautement politiques que je ne saurais me prononcer en ce moment. Déjà, il faut dire que le RDPC est en surnombre. Donc, faire même des analyses sur ce poste serait peut-être vain. Et le PCRN ne cache pas ses ambitions à ce sujet. Lorsque les élections seront ouvertes, l'opportunité sera donnée à d'autres formations politiques. Il sera en être autrement de postuler. Donc rien n'interdit qu'à d'élection au PCRN de poser une candidature ou de mandater un de ses députés pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. C'est donc encore l'incertitude sur l'avenir de Kava Yegué Djibril à la tête de l'Assemblée nationale. Absent du Cameroun, même si d'autres sources l'annoncent de retour, il n'a pas été aperçu à l'hémicycle lors de l'ouverture de la session de plein droit. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau de cette chambre est élu au début de chaque année législative sans plus de précisions sur la présence physique ou non des députés à élire à la tête de cette institution. Cette élection pourrait intervenir d'ici à ce vendredi. Évoquons à présent le décès de ce patriarche du canton d'Aïdo à Douala, célèbre capitaine d'industrie qui est décédé ce jour. Samuel Ndjanga Nkondo était président directeur général du groupe Socarto et ex-président du syndicat des industriels du Cameroun. Il n'assistera pas à l'inauguration de monuments érigés en son honneur au lieu dit Feu Rouge Bessengue à Douala. Il est décédé alors que son anniversaire 91 ans était prévu dans quelques jours. Patriarche du canton d'Aïdo, célèbre capitaine d'industrie Samuel Ndjanga Nkondo
décédé ce jour à Douala. Un public reportage dans ce journal, Orange Cameroun lance une campagne win-win qui vise à récompenser ses fidèles abonnés de téléphonie mobile à condition qu'ils respectent les règles du jeu au regard des dispositions prises par Orange Cameroun pour récompenser ces différents abonnés de téléphonie mobile. Des précisions dans ce reportage. Lancement de la campagne Win-Win par Orange Cameroun dans la ville de Bafoussam. Une nouvelle occasion pour les nombreux abonnés de l'opérateur de téléphonie mobile de faire des gains en temps réel. Pour être éligible, il suffit d'effectuer une transaction, un paiement Orange Money via le dièse 150 dièse. Une transaction qui consiste à payer des services au travers son compte Mobile Money, comme on le fait d'habitude. Sauf qu'au terme de celle-ci, on a désormais la possibilité de gagner instantanément des lots quotidiens, ou mieux, d'être éligible au tirage au sort du super lot. Toutefois, il est à noter qu'une autre option a été mise à la disposition des abonnés, car chez Orange, on aime la flexibilité. Souscrit un forfait, voire SMS ou data sur le dièse 111 dièse. Que gagne-t-on lorsque ces différentes étapes ont été suivies à la perfection? Il était important pour nous de rendre à la communauté, de donner à la communauté tout cet amour qu'ils nous ont donné. Et comment le faire? On a dit 20 millions tous les 20 jours jusqu'au 20 mai. En plus de cela, toutes les 20 minutes, on fait des gagnants. Et vous verrez plus de 17 000 gagnants, comme on a dit. Vous verrez plus de 20 gigas de data offerts, plus de 20 000 francs de crédit offerts, plus de 20 000 francs de cash Orange Money offerts dans les comptes de nos abonnés. Conscient du taux de cybercriminalité qui se trouve en constante hausse dans le pays, Orange ne demande aux clients d'opérer aucune action particulière. Ce dernier reçoit directement la notification de son gain dans son téléphone. Pour ce qui est du super gagnant, pour le super gagnant de 20 millions de francs, il recevra solennellement une équipe Orange qui le retrouvera là où il sera pour qu'il n'y ait pas d'arrêt cardiaque pour lui annoncer qu'il a gagné 20 millions de francs CFA en espèces. Pour le lancement de la campagne Win-Win, le top management d'Orange Cameroun a fait le déplacement, conviant les autorités administratives traditionnelles et ses autres partenaires à la rencontre. La plus belle preuve pour en faire une réalité, c'est de lancer une campagne qui est extrêmement importante pour nous, qui est notre plus importante campagne commerciale de l'année 2020, dans une ville à l'intérieur du pays. Ensuite, il fallait faire le deuxième choix qui est quelle ville? Il y en a tellement et nos clients ils sont partout. Bafoussam est énormément important pour nous parce que c'est notre ville qui vient en 3e position après Douala et Yaoundé. Et raison pour laquelle on a donné la priorité à la ville de Bafoussam. Avec Orange, gagner demeure un plaisir. Orange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir pour le débriefing de ce journal Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur cette même antenne.